Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la ville de Pointe-à-Pitre avec notre invitée qui est une femme. Tania Galvani est avocate, elle est présidente du comité des femmes de GUSR, elle est adhérente En Marche, mais elle est aussi conseillère municipale de l'opposition à Pointe-à-Pitre. Voilà pour une présentation succincte de notre invitée, puisque elle a aussi un parcours politique, un parcours qu'elle va certainement décliner d'ici quelques instants. Tania Galvani, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10. Alors donc vous n'êtes pas novice en politique, vous avez déjà mené plusieurs combats. Tout à fait. Donc, élue en 2014 sur la liste d'Alliance Osons Ensemble du maire des missionnaires, puis candidate aux élections départementales en mars 2015 aux côtés de Georges Brédan, puis au départemental partiel d'octobre 2016 aux côtés d'Alain Sorez. Oui. Alors, pourquoi être passé de Jacques Bangou à Georges Brédan et ensuite d'Alain Sorez? Alors, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire, initialement, je me suis engagée aux côtés de Georges Brédan. Et donc, c'est lui qui m'a demandé de l'accompagner lors du processus d'alliance qui a eu lieu en 2014 avec le maire des missionnaires, Jacques Bangou. Donc, en 2014, je me retrouve donc avec 4 ou 5 de mes camarades aux côtés de Georges Brédan sur cette liste d'alliance. Et puis, comme vous le savez, les choses n'ont pas évolué de la manière dont nous le souhaitions. Donc nous nous sommes retrouvés dans l'opposition. Nous avons été candidats aux élections départementales en mars 2015. Donc là, j'ai formé le binôme avec Georges Brédan. Et lors des départementales partielles qui ont suivi l'annulation de l'élection de mars 2015, eh bien, à ce moment-là, puisque Georges Brédan venait d'être élu au conseil régional, je me suis retrouvée en binôme avec Alain Sorez cette fois. D'accord. Mais est-ce qu'on peut se dire que quand même, entre Georges Brédan et Jacques Bangou, les choses se sont tassées et aujourd'hui ce sont deux hommes qui s'entendent bien. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, bon, effectivement, il y a le contexte familial qui joue, ça tout le monde le sait, mais c'est vrai que nous siégeons dans l'opposition depuis déjà maintenant quelques années. Donc, sur le plan politique, il y a des divergences de vues. Oui. Vous êtes candidate aux élections municipales de 2020. Tout à fait. Qu'en est-il de Georges Brédan? Alors Georges Brédan me soutient puisqu'il a fait le choix de ne pas se présenter. Donc c'est moi qui vais mener la liste. Et donc je suis effectivement candidate aux élections de mars 2020, mais aussi, je dois le dire, engagée dans un processus d'union puisque le 20 octobre dernier, j'ai fait un appel au rassemblement, à un grand rassemblement, à un front uni de la population, mais aussi à destination de mes collègues de l'opposition, puisque je leur ai adressé à chacun un mail pour que nous puissions nous rencontrer, discuter et faire l'union pour barrer la route à un système qui a fait beaucoup de mal à la ville de Pointe-à-Pitre et au Pointe-Trois depuis tantôt. Qu'en est-il? Alors actuellement, nous sommes en discussion puisque j'ai eu mes collègues pas plus tard encore qu'aujourd'hui et nous devrions nous voir incessamment sous peu la semaine prochaine. Donc. Parce que pour l'instant, on a l'impression que chacun garde sa position. Alors aujourd'hui, il y a Jacques Bangou, bien sûr, Harry Durimel, nous avons aussi Marie-Eugène Trobeau, tout à fait. Marcel Sigiscard, ensuite Claude Barfleur, Alain Sorez aussi. Alain Sorez, non. Alain Sorez n'est pas candidat. Alors, pour ce qui est de Marcel Sigiscard, je ne me prononcerai pas, puisque moi j'ai adressé un courrier aux candidats de l'opposition qui sont déjà déclarés, qui étaient déjà déclarés, voilà. Et donc, il s'agit, pour ne pas les nommer, de Claude Barfleur, d'Harry Durimel et de Marie-Eugène Trobeau. Donc, Marie-Eugène Trobeau, vous le savez sans doute, va présenter sa déclaration demain, voilà. Mais elle n'est tout de même pas opposée à une poursuite des négociations. Donc, il est vrai qu'elle annonce sa candidature demain matin, mais elle m'a indiqué, encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'elle n'était pas opposée à ce que nous puissions poursuivre les négociations. Mais je dois aussi vous dire que j'ai appris hier, qu'il y avait des démarches parallèles qui étaient menées et qu'une liste allait probablement être proposée au Pointe-Trois dans quelques semaines. Une liste avec qui? Alors voilà, parce que moi je ne suis pas partie prenante de ce processus. Mais
vous le savez, nous sommes en période préélectorale, donc en période sensible. Il y a beaucoup d'intox, beaucoup de fake news. Donc moi, j'attends de voir. Mais comme j'ai lancé un appel à l'union, eh bien moi, c'est la tâche à laquelle je m'attelle. Et donc, je poursuis ce travail pour pouvoir discuter, pour qu'il y ait une concorde, puisqu'il faut que nous nous retrouvions, il faut que nous discutions, que nous mettions les choses à plat pour pouvoir arriver à produire une belle liste d'union à la population de Pointe-à-Pitre. Parallèle avec certains opposants, c'est ça? Je ne sais pas, je n'en sais pas plus. Lorsque j'en saurai davantage, si ça se confirme, je reviendrai vers vous. Mais comme je vous dis, nous sommes dans une période extrêmement sensible et il ne se passe pas un jour sans que l'on entende quelque chose de nouveau. Mais Pointe-à-Pitre, c'est quand même particulier. Pointe-à-Pitre ne tire peut-être pas expérience du passé, puisque aujourd'hui, si certains ne sont pas au pouvoir, notamment Georges Brédan ou Harry Durimel, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'union. Alors, vous refaites le film? Alors, vous faites bien de le rappeler, et c'est pourquoi moi, je n'étais pas partie prenante lors justement des événements que vous rappelez, que vous faites bien de rappeler d'ailleurs à la mémoire de tout le monde. Donc moi, je n'y étais pas partie, mais c'est vrai que moi, j'ai pris mes responsabilités. Et en tant que jeune élue, je me suis dit qu'il faut absolument que nous nous retrouvions, puisqu'il y a eu des discussions depuis plusieurs mois, mais entre celui-là et celle-là, etc. Mais jamais nous nous sommes retrouvés tous les quatre autour d'une table, alors que pourtant, nous sommes candidats déclarés. Donc c'est pour ça que moi, j'ai lancé cet appel. Et c'est pour ça que moi, je vais continuer, je vous le dis, je vais continuer pour après ne pas avoir de regrets. Donc, il est prévu que nous nous rencontrions la semaine prochaine. Donc, je pense que cette rencontre pourra avoir lieu et que de là, eh bien, on va pouvoir sortir un certain nombre de décisions. On va pouvoir avancer sur ce dossier. Tania Galvani, c'est une émission Vérité. Tout à fait, je suis là pour cela. Qu'est-ce qui coince? Mais comme je vous le dis, moi, je fais un appel à l'union. Et donc, je n'ai pas vraiment eu de réponse de mes collègues, donc je suis revenue vers eux. Mais il est vrai aussi, pour être tout à fait franche avec vous, que nous avons chacun et chacune nos obligations. Il y a eu des événements ces dernières semaines. Nous avons eu le congrès des maires, donc il y a certains de mes collègues qui étaient à Paris. Nous avons eu également une belle conférence sur le duty free, lundi 25 novembre. Et donc il a fallu préparer les interventions, que chacun prépare son intervention. Donc nous avons été mobilisés les uns et les autres sur différents dossiers. Mais là, maintenant que ces échéances sont passées, eh bien, il est temps, moi j'estime qu'il est vraiment temps de se mettre autour d'une table. Et donc j'ai à nouveau fait la démarche de revenir vers mes collègues de l'opposition et je vous dis que cette rencontre aura très certainement lieu la semaine prochaine. J'irai franco. Ce qui a coincé jadis, c'est parce que les uns et les autres voulaient mener la liste. Ah oui, mais vous savez bien, voilà, c'est cela. Comment penser unité lorsque les uns et les autres ont les dents longues, entre guillemets? Je n'aime pas trop ce terme de dents longues. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, chacun a ses ambitions. Ça, c'est tout à fait normal, puisque chacun se sent en capacité de pouvoir apporter des solutions. Chacun a sa propre vision, chacun a son amour qu'il porte au fond de lui-même pour la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, chacun veut et prétendre à pouvoir mener la liste. Alors justement, nous devrons trouver une méthode. Moi, je pense proposer à mes collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense proposer à mes collègues eh bien, de rechercher le meilleur profil. Et qui nous donne ce meilleur profil si ce n'est ce que dit le terrain, ce que disent les Pointoises et les Pointois? Alors le terrain eh bien, dit un certain nombre de choses. Le terrain nous parle beaucoup de renouvellement. Le terrain nous dit que nous voulons des personnes neuves. Est-ce que vous savez, Madame Boissé, que je suis donc, je suppose aussi comme mes collègues, quotidiennement au contact de la population, et les Pointoises et les Pointois me disent ceci: Madame Galvani, vous êtes nouvelle, vous êtes jeune, nous allons vous faire confiance parce que vous n'êtes pas encore pourri, vous n'êtes pas encore corrompu. Alors moi, je ne le prends absolument pas comme un compliment, puisque c'est une phrase quand même qui traduit le désamour, le fossé qui s'est créé entre la population et ses élus. Et donc, les gens aspirent à quelque chose de neuf. Les gens veulent du renouveau, les gens veulent de nouvelles têtes, et les gens veulent aussi un nouveau discours, mais aussi à côté une nouvelle posture. Parce qu'il ne suffit pas d'être neuf en politique et d'arriver avec les vieilles recettes d'antan. Marie-Eugène Troubaud, c'est une personne neuve. On peut dire que
Claude Barfleur aussi, Harry Durimel. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnes neuves? Mais ça, ce n'est pas à moi de juger, ça c'est à la population de le faire et c'est à chacun de nous aussi de se remettre en question, de faire une introspection. L'intérêt, c'est de se dire quel est le meilleur profil, vous l'avez vous-même dit. Tout à fait, alors, mais là, nous n'allons pas, oui, mais nous n'allons pas, Madame Boissé, déjà obérer les discussions qui vont avoir lieu. Donc il faut quand même qu'il y ait de ma part une certaine réserve, puisque je suis dans un processus d'union, donc je ne peux pas apparaître non plus comme celle qui veut tout rafler ou voilà. Donc moi, je me mets au même niveau que mes collègues et il faut que nous nous mettions tous au même niveau et que nous puissions discuter, eh bien, voilà, sans tabou et choisir le meilleur d'entre nous ou la meilleure d'entre nous pour pouvoir mener cette liste, puisque la destinée de la ville en dépend et les points 3 méritent que nous puissions faire cette union. Ce qui veut dire que vous ne voulez pas à tout prix être tête de liste? Alors, la question, je le redis, de la tête de liste se pose de toute façon. Elle se pose. C'est au cœur. C'est la question cruciale. Oui. Mais croyez bien que je ne peux pas répondre à cette question tant que nous n'avons pas eu de discussion. Ce sont les discussions qui vont permettre justement d'avoir des réponses et ce sont les discussions qui vont nous permettre de trancher cette question de la tête de liste et de trancher ce débat. Mais je veux dire que de toute façon, vous ne seriez pas opposé à ne pas être tête de liste si les choses se font convenablement. C'est cela. C'est-à-dire que si on me présente le meilleur profil, voilà. Le meilleur profil, c'est qui? Mais le meilleur profil, je ne peux pas donner de nom, encore une fois, comme je vous dis. Mais je vous dis qu'il y a des choses qui ressortent du terrain, qui ressortent de la population. Et donc, il faudrait que nous ayons l'honnêteté de coller à ce à quoi la population aspire. Moi, je pense que c'est la moindre des choses. C'est vrai que souvent, sur ce plateau, les candidats qui viennent ne disent pas les choses, quand bien même elles sont entre guillemets ressenti. On a du mal à dire oui, je suis le meilleur profil. Alors que quand on va à une élection, on se présente aux électeurs, on dit oui, je suis le bon profil, je suis le meilleur parce que, et on argumente. Donc pourquoi est-ce si difficile de dire je suis le meilleur profil? Alors je ne sais pas pour les autres, mais moi, pour les personnes qui me connaissent en tout cas, ce qui me caractérise, c'est ma très grande humilité. Donc je suis quelqu'un de très humble. Je suis une personne qui n'aime pas particulièrement se mettre en avant, qui ne sait pas d'ailleurs particulièrement se mettre en avant. Mais voilà, donc moi, comme je vous dis, il faut y aller simplement et il faut aller surtout avec la volonté de vouloir faire quelque chose pour notre ville et pour les points 3 parce que la situation est quand même critique. Alors vous dites il faut du renouveau. Il faut du neuf. Permettez que je puisse revenir sur le document qui a été distribué par Jacques Bangou. Et il dit, au niveau de son ambition, il dit faire du nouveau rayonnement économique de la ville, le fer de lance de la modernité en s'appuyant sur tous ses potentiels. Alors ça, c'est faire du neuf, non? Alors voilà le piège dans lequel les pointoises et les pointois ne doivent absolument pas tomber. Moi, je le répète inlassablement et je le dirai jusqu'en mars 2020, Madame Boissé. Il faut faire attention parce que venir avec une équipe neuve ne veut pas dire qu'on incarne le renouveau. Parce que ce n'est pas l'équipe qui est simplement condamnable, c'est le système. Moi, je le répète tous les jours, c'est ce système qui a été mis en place depuis tantôt, pas seulement sous l'ère du maire démissionnaire, mais bien avant, qui a été mis en place donc depuis plus de 50 ans et qui fait énormément de mal à cette ville. Et donc, il ne suffit pas de venir entourer d'une liste totalement renouvelée, retravaillée, pour pouvoir espérer incarner le renouveau. Si dans les pratiques, si dans la vision, on n'a pas justement ce cap, on n'a pas ces idées qui peuvent permettre de redresser notre ville, on n'incarne pas le renouveau. Et lorsque vous venez de donner lecture de cette ambition nouvelle, puisque c'est comme cela qu'il l'appelle. Moi, je suis un petit peu quand même sidérée parce que je me dis qu'après presque 12 années passées à la tête de cette ville, eh bien, on se souvient qu'il y a effectivement la relance économique qu'il faudrait lancer. Et là, moi, je suis quand même un petit peu étonnée parce que je me dis que pendant 12 ans, c'est un volet qui a été totalement délaissé et subitement, eh bien, on s'aperçoit qu'il va falloir
s'occuper un petit peu de l'économie de cette ville. Donc je trouve ça un petit peu tardif. Et les points 3 pourraient vous dire oui. Vous et les autres aussi, hein, vous faites partie du conseil municipal, vous êtes de l'opposition, de la minorité comme vous voulez. Pourquoi ne pas avoir alerté? Pourquoi avoir attendu que le maire soit démissionnaire, que nous soyons à l'aube d'une élection pour venir et dire voilà ce qui se passe, voilà nous ne sommes pas d'accord? Pourquoi ne pas avoir alerté pendant toute cette mandature? Mais vous pensez bien que dès que le premier déficit, je crois que c'était à l'époque de 21 millions, donc on était encore bien loin des 78 millions d'euros de déficit, lorsque cette première nouvelle est tombée, eh bien en tout cas moi, j'ai réagi. Ensuite, nous sommes passés à 56. Ensuite, nous sommes passés à 78 millions en conseil municipal, également devant les médias. Mais vous savez que nous avons tous été surpris par cette situation. Et lorsque vous lisez les avis de la Chambre régionale des comptes, eh bien, vous vous apercevez que c'est une situation qui ne pouvait pas être connue, puisque la Chambre régionale des comptes elle-même dit que les comptes n'étaient pas sincères, que les comptes étaient maquillés, que les conseillers municipaux n'avaient pas en main tous les éléments, tous les documents, toutes les pièces pour pouvoir travailler, et que les budgets qui étaient présentés, eh bien, il y avait un manque flagrant de sincérité. Et ça fait un moment qu'ils sont au courant de cette situation. Donc ça, c'était impossible à deviner, c'était impossible à savoir. Et par contre, lorsque cela a été su, je peux vous dire que moi, à chaque conseil municipal, bien, je monte au créneau et je m'étonne que les recommandations de la Chambre régionale des comptes n'aient pas été suivies, que bien au contraire, le maire démissionnaire est rentré dans une espèce de bras de fer avec ses magistrats. Et donc, en disant que de toute façon, que ce que les magistrats de la Chambre régionale des comptes disaient, ce n'était pas vrai, qu'il y avait un acharnement pour des raisons inavouables, enfin bon. Et maintenant, eh bien, le nouveau maire nous dit que, mais bien sûr que nous allons appliquer les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Alors, il y a quand même de quoi s'étonner. Pourquoi ne l'avoir pas fait depuis tantôt? Puisque avec les mesures qui étaient proposées par la Chambre régionale des comptes, eh bien, il y avait un retour à l'équilibre qui était prévu pour 2020. Alors justement, ce n'était pas elle, mais elle était quand même première adjoint au maire. Elle n'était pas dans l'opposition. Le maire actuel n'était pas dans l'opposition. Le maire actuel était premier adjoint au maire. Donc pourquoi n'avoir pas justement, eh bien, sensibiliser à ce moment le maire démissionnaire pour lui dire qu'il faut écouter les recommandations, qu'il faut suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Peut-être pas en intégralité, mais en tout cas faire un geste. Puisque ce qu'il ressort lorsque l'on lit les avis de la Chambre régionale des comptes, c'est que rien n'a été fait et la Chambre régionale des comptes emploie des mots forts. La Chambre régionale des comptes dit qu'il y a eu une volonté délibérée du maire démissionnaire maintenant, mais du maire à l'époque, de ne pas suivre ces recommandations et de ne pas se conformer aux règles de la comptabilité publique. C'est très grave pour Enedil. Aujourd'hui, on peut dire que Mme Gatti-Belza, elle fait le boulot, elle essaie de redresser. Écoutez, moi, le jour de son élection, je me suis permis de lui adresser une lettre ouverte dans laquelle je la félicitais, bien évidemment, pour son élection, et je saluais également le fait qu'elle devenait la première femme maire de la ville, même si, eh bien, c'était considérablement amoindri par les circonstances, puisqu'on sait tous que c'est à la suite de la démission du maire qu'elle a pu accéder au fauteuil de maire, mais j'attirais aussi son attention sur un certain nombre de choses et je lui demandais au moins de tenter d'arrêter l'hémorragie pour que l'on ne se retrouve pas avec 90 millions d'euros de déficit comme les services de l'État le préconisent déjà. C'est ce qu'elle fait. Alors écoutez, elle dit qu'elle le fait, mais nous verrons bien, puisque bientôt nous saurons, puisque le préfet a quand même dit qu'on allait atteindre très probablement la barre des 90 millions d'euros de déficit. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Pointe-à-Pitre est quand même la plus petite ville du département. 2 km² 66. Donc comment expliquer l'ampleur d'un tel déficit? On a eu le déficit de la communauté du Grand Sud Caraïbe qui atteint 75 millions d'euros, où on a eu effectivement, ça a provoqué un tollé, mais c'est une communauté qui regroupe 11 communes, alors que Pointe-à-Pitre est seule avec un déficit de 78 millions d'euros. Est-ce qu'il n'y avait pas une opposition trop silencieuse? Je ne le pense pas, Madame Boissé, je ne le pense pas. De toute façon, vous savez, pour siéger dans l'opposition depuis maintenant plusieurs années déjà, ce que je peux vous dire de l'attitude du maire démissionnaire, c'est qu'il ne prend pas en compte ce que l'opposition a à dire. C'est-à-dire que vous avez beau faire des propositions, vous avez beau alerter,
On a l'impression, comme ça, de parler dans le vide, malheureusement. Donc, c'est quand même triste pour la ville de Pointe-à-Pitre. Par exemple, j'ai alerté il n'y a pas si longtemps que ça, au début du mois d'octobre, sur une problématique des chiens errants, puisqu'on a remarqué qu'il y avait une prolifération des chiens errants à Pointe-à-Pitre, qu'il y avait même des chiens errants qui passaient la nuit à l'intérieur du collège Carnot, puisque le lendemain, le personnel retrouvait des excréments, enfin toutes sortes de choses, voyez même des chiens traînant encore dans la cour. Et ces chiens, en plus de ça, étaient agressifs à l'égard des passants. J'ai fait ce signalement à la municipalité. Et je peux vous dire que M. Sigiscard a eu la délicatesse de me répondre en me disant que la procédure existant en la matière à la ville de Pointe-à-Pitre allait m'être transmise et qu'il serait souhaitable que nous voyions ensemble comment l'améliorer. Bien évidemment, je me suis rendue disponible. J'ai dit oui, bien sûr, tout ce qui va dans l'intérêt de ma ville, moi je suis d'accord pour travailler dans l'intérêt de Pointe-à-Pitre. Eh bien, ça fait maintenant 2 mois et je n'ai plus de retour. Donc, je pense que mon alerte est tombée aux oubliettes. Vous savez ce qui s'est passé, hein, voilà, bien sûr, est parti de son côté. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a seulement Marcel Sigiscard qui siège au conseil municipal de Pointe-à-Pitre? Il y a d'autres élus, il y a le maire, il y a des adjoints, il y a d'autres élus qui auraient pu s'emparer de cette problématique. Et pourtant, rien n'est fait. Donc, moi, quand même, j'attire l'attention des Pointoises et des Pointois parce qu'on a là, à mon sens, une municipalité qui est vraiment arrivée à bout de souffle, qui n'a plus de vision, qui n'a plus de cap, et on a l'impression qu'on est en train de colmater des brèches à droite à gauche, qu'on est en train de gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs, Madame Gatti-Belza a à plusieurs reprises expliquer son impatience que tout ça arrive à son terme, qu'on arrive enfin au mois de mars pour qu'elle puisse se retirer et aller mener une retraite paisible, tant les problèmes de Pointe-à-Pitre sont énormes et voilà quoi. Donc on a l'impression qu'on a une équipe dépassée. Le maire démissionnaire dit oui, mais j'ai le soutien des Pointois et des Pointoises, j'ai aussi le soutien des jeunes générations, comment comprendre ce discours? Madame Boissé, comment comprendre ce discours, effectivement? Comment le comprendre? Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans le déni, parce que je vous le disais tout à l'heure. Moi, je suis régulièrement sur le terrain, et ce que j'entends, ce n'est pas du tout ça. Alors, je ne dirais pas qu'il n'a pas ses partisans, qu'il n'a pas son monde, comme on dit chez nous. C'est normal. Mais pour ce que j'entends au sein de la population prend cette nouvelle candidature comme un manque de respect. Un manque de respect pour la ville et un manque de respect pour eux, Pointoises et Pointois. C'est ce qu'il ressort. Et parfois, les mots sont très violents. Et donc, moi, je dois même m'employer à calmer, à dire oui, mais attention, on est en démocratie. Donc, en mois de mars, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Donc, c'est à ce moment, avec votre bulletin de vote, que vous allez vous exprimer. Mais restons calmes, parce que les mots, je peux vous dire, à certains moments, c'est extrêmement dur, notamment lors de l'incendie de cette semaine au faubourg Victor Hugo. Les riverains étaient et sont encore très en colère. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, voilà, je suis en contact avec l'une des personnes dont la maison est partie en fumée ce jour-là. Et cette personne me dit que la présence de squatters avait été signalée aux autorités à plusieurs reprises, que rien n'a été fait. Et donc, c'était une maison vétuste, comme il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines à Pointe-à-Pitre. Et donc, les gens sont en colère parce que les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas des procédures? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose lorsqu'on a comme ça des maisons qui menacent Wynn et qui deviennent un danger pour les riverains et pour la population? Parce que je dois vous dire que moi, j'ai vécu cet incendie. Parce que je suis du quartier et j'ai vu quand les premières flammes commençaient à sortir de la maison. Eh bien, je peux vous dire qu'en un instant, le feu s'est embrasé. Il a traversé le fil électrique. Il est allé dans les maisons situées en face, de l'autre côté de la rue. Et le feu a même pris, puisque là on est au faubourg Victor Hugo, le feu a même pris dans une maison située à l'angle de la rue Vatable. Au total, ça fait 10 maisons détruites. Ça fait 4 voitures incendiées. On a quand même frôlé le drame. Parce que nous avons, à la rue Vatable, non loin de la voûte, une épicerie, un petit commerce de proximité, où il y avait là... Non loin, je dis de la voûte, c'est-à-dire dans le quartier, donc à la rue Vatable. Voilà. Oui. Et donc, on a une petite supérette qui
où il y a des bonbonnes de gaz qui sont entreposées destinées à la vente. Eh bien, je peux vous dire que les propriétaires et les riverains étaient terrifiés, angoissés à l'idée que le feu puisse arriver jusque-là. Mais je peux vous dire que, voilà, on a vécu quelque chose de surréaliste ce jour-là. Donc, pour vous, il y a une responsabilité de la municipalité? Moi, je pense qu'il y a une responsabilité dans le fait de ne pas agir concernant ces innombrables dents creuses, ces innombrables vieilles bâtisses qui sont à Pointe-à-Pitre, qui sont en ville. Le maire a dit sur ce plateau même s'être attaqué à ce problème de dents creuses qui existe depuis effectivement de nombreuses années. Moi, la réflexion que j'entends faire ce maire démissionnaire concernant ce problème, je l'ai toujours entendu dire que c'est la faute des propriétaires. La faute des propriétaires qui sont en indivision, qui ne s'occupent pas de leurs biens. Bon, soit. Mais il faut savoir que le maire a des pouvoirs de police. Il y a des dispositifs qui sont prévus par la loi et qui permettent d'agir. Hier, j'ai échangé longuement avec une citoyenne pointoise qui m'expliquait qu'elle habite juste à côté d'une maison en ruine. Figurez-vous, Madame Boissé, que depuis 1993, elle signale cette situation à la municipalité, c'est-à-dire depuis la mandature du maire honoraire Henri Bangou. Nous sommes en 2019. De 1993 à 2007, rien n'a été fait. En 2007, la municipalité prend un arrêté pour mettre en demeure les propriétaires de la vieille bâtisse de réaliser des travaux, des réparations. On leur donne un délai qui est d'1 mois. Passé ce délai, rien n'est fait. Donc, normalement, la loi autorise le maire à aller plus loin en saisissant le tribunal administratif et en se faisant autoriser à effectuer les réparations en lieu et place du propriétaire, quitte après à se retourner contre celui-ci pour être remboursé. Rien n'a été fait. Il y a eu donc des appels incessants, des courriers incessants donc de cette dame qui se trouve donc dans cette situation à côté de cette vieille bâtisse qui représente un danger puisque l'immeuble menace de s'effondrer. Et rien n'a été fait pendant 10 ans. Et en 2017, la municipalité se réveille et que fait-elle? Puisque ça fait 10 ans que l'arrêté a été pris, donc il est quand même peut-être à ce moment-là périmé. Donc elle prend un nouvel arrêté qui redit exactement les mêmes choses. Mise en demeure de réaliser des travaux dans le délai de 2 mois, etc., etc. Nous sommes en 2019. Aucune suite. Aucune suite. Donc la propriétaire a été obligée de s'adresser à justice et là elle attend la décision du tribunal. Mais est-ce que vous croyez que c'est normal? Et il y a d'autres procédures. Procédure des biens en état manifeste d'abandon, procédure des biens sans maître qui permettent à la commune de préempter, c'est-à-dire de faire rentrer ces vieilles bâtisses dans le patrimoine de la commune pour ensuite les démolir et faire quelque chose à l'usage de la population. Ce que vous êtes en train de dire au point 3, c'est que vous pouvez mieux faire que le maire démissionnaire. Tout à fait, ce sera difficile. Et mieux faire que le maire en place actuellement. Ce sera difficile de faire moins bien. Franchement, moi je pense que qu'avez-vous de plus que on ne peut que faire mieux. Qu'avez-vous de plus que lui pour faire mieux? Ben, il faut une vision, il faut des idées. Comme je vous disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'on a en face de nous une équipe qui est usée, avec un chef, un capitaine qui est usé, qui n'a plus d'idées, qui ne sait plus quoi faire. Donc, il faut une gestion saine de la ville de Pointe-à-Pitre, en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Ça, c'est un préalable. Le maire a une équipe, le maire n'a pas besoin d'avoir toutes les idées. Le maire a quand même un conseil municipal. Tout à fait, mais que dit l'équipe? Le maire n'est pas le seul à pouvoir penser. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'où l'intérêt. Tout l'intérêt d'écouter ceux qui vous entourent, d'écouter aussi vos cadres. Vous n'êtes pas... Moi, je le dis tout le temps, on n'est pas omniscient, on ne peut pas tout savoir. C'est vraiment présomptueux de dire que moi, je sais tout, je vais tout faire. Non, vous avez une équipe. C'est bien pour ça que la loi n'élit pas un maire seul. La loi élit une équipe municipale. Oui. Donc, encore faut-il écouter. Que le maire n'a pas d'idée, alors... J'ai bien dit l'équipe aussi. Et à bout de souffle, à bout de projet, à bout d'idées, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Toute une équipe n'a plus d'idées, n'a plus rien. Écoutez, vous regardez le résultat. Regardons le résultat. La ville est sale. Moi, je me dis que quand même... vous dites que le maire ne peut pas, peut-être que les autres ont des idées et que bon, ça ne passe pas aussi. Peut-être. Mais comme je vous dis, ce capitaine, il s'est lui-même disqualifié par son bilan.
un bilan qui n'est pas bon. Alors il aura beau dire que oui, il a construit, il est un meilleur bâtisseur, je veux bien entendre tout cela, mais lorsque vous voyez l'état de la ville, vous voyez la saleté de la ville, on est arrivé à un point tel qu'aujourd'hui, Yves-Lise-Boissé, ce sont les habitants des quartiers qui prennent leur quartier en main et qui nettoient. Est-ce que c'est normal? Alors je veux bien. Qui salit? Je veux bien. Qui salit le quartier? Attendez. Qui salit le quartier? Attendez, Madame Boissé, il y a un service public qui doit être rendu à la population. Oui. Et oui. Mais on ne peut pas, et quand on dit qui salit le quartier, je ne parle même pas des ordures, ni des encombrants, je parle de l'état des caniveaux. Lorsque vous regardez en plein centre-ville, j'ai participé à une action de nettoyage il y a à peu près 1 an avec les commerçants en plein centre-ville, où on était baissé à arracher des mauvaises herbes le long des trottoirs. Ce n'est pas normal, ça c'est pas la population qui le fait. La population ne vient pas planter des mauvaises herbes le long des trottoirs et dans les caniveaux. Il y a un manque d'entretien évident. Et là, je ne jette absolument pas la pierre au personnel municipal, je dis que c'est un problème de management. Ce que je n'arrive quand même pas à comprendre, Tania Galvani, oui, mais ce maire a été élu et réélu. Tout à fait. Mais là, ce qui veut dire que les Pointois ont apprécié son premier mandat. Oui. Mais là, nous arrivons au terme de son 2e mandat. Et il n'est pas sûr que les Pointois aient la même vision. Parce que ce 2e mandat dont nous parlons, a précipité la ville dans un certain déclin. On ne peut pas l'ignorer. Alors vous me dites, qu'est-ce que j'ai de plus de lui, que lui, pardon. Alors moi, j'ai l'ambition, même si lui aussi se dit porteur d'une ambition. Vous le dire. Tout à fait. J'ai l'ambition et puis j'ai des idées que je veux pouvoir mettre en place. Moi, j'ai envie que pour une fois, enfin dans cette ville, on parle d'économie, qu'on parle de relance économique et qu'on ait une économie qui vienne au soutien du social. Parce que c'est très bien de mettre des gens dans de beaux logements. Moi, je suis tout à fait d'accord, puisque je suis la première à dire que chacun a droit à un logement décent. Mais encore faut-il que les personnes puissent être en mesure de payer leur loyer, de se nourrir correctement et aient accès à un emploi. Donc il faut créer les conditions d'une relance économique autour de projets structurants tels que Caru-Kirabé. Je suis membre du conseil de surveillance et du comité d'audit du Grand Port Maritime de Guadeloupe et donc j'ai une oreille très attentive sur ce projet qui va être mis en œuvre dans les années à venir. Également le programme Action Cœur de Ville, programme gouvernemental qui vise à insuffler un nouveau souffle à Pointe-à-Pitre, au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Le duty free dont on n'a pas parlé également, qui va permettre de relancer l'économie. Donc autant de mesures qui vont permettre à l'économie de repartir et qui vont pouvoir faire rentrer de nouvelles recettes dans les caisses de la ville. Donc vous avez tous les atouts qu'il faut. Je n'ai pas dit ça, mais je pense pouvoir effectivement apporter quelque chose à ma ville. Merci Tania Galvani. Merci Madame Boissé. Nous aurons l'occasion de nous retrouver. Avec plaisir. Pour que vous puissiez décliner votre programme. En tout cas, les Pointois ont certainement pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Et puis, nous poursuivrons sur nos virgules 2020. D'ici la semaine prochaine, excellente soirée à tous.